Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session dédiée aux solutions ressources humaines. On a 4 sessions ensemble dédiées donc cet après-midi à l'écosystème qui évolue autour d'Oracle. On aura la chance d'accueillir 2 clients qui viendront partager avec vous leur expérience, mais aussi des partenaires et des partenaires intégrés à nos solutions. Donc Sylvain Letourmy, je suis directeur stratégie solutions ressources humaines chez Oracle. Et j'aurai donc le plaisir d'accueillir à 14h30, donc de 14h30 à 15h, 2 de nos partenaires, Textkernel et Sachel, qui nous parleront de ce qu'ils réalisent chez certains de nos clients en commun pour réinventer l'expérience des candidats et des recruteurs et proposer une nouvelle forme d'expérience. Juste à la suite, à 15h, un projet que j'attends depuis maintenant de voir partir en live, en go live depuis presque 2 ans, puisqu'il a démarré il y a bientôt 2 ans, qui est un projet de réinvention de l'expérience qui est proposée chez les collaborateurs de Accor à la suite d'un changement de business model et un changement de culture très important. Donc ce projet sera présenté par Accenture à 15h avec Carmelina Collado d'Accor. Juste à la suite, un témoignage autour d'une thématique qui évolue elle aussi beaucoup, et notamment dans son rapport avec les managers, présenté par Laura Robertelli du groupe Aperam. Mais dans l'immédiat, pour commencer, je vais demander à Olivier Lagré de Deloitte de nous donner le point de vue de Deloitte sur les Future Ready Workforce et comment est-ce que, dans un contexte de transformation permanente, eh bien, en tant que RH, on peut adapter ses effectifs à cette transformation permanente. Et pour corser le tout, je vais demander d'adopter un format de présentation agile. Donc Olivier, comment as-tu préparé ça ? Bonjour. Vu le nombre qu'on est et vu la force de ces projecteurs, est-ce que ça vous pose un souci si je me mets plutôt là devant ? Parce qu'il faut qu'on fasse plusieurs choses en même temps. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Pas moi, je veux dire, mais la présentation. Voilà. Bon. Alors effectivement, quand Sylvain m'a montré les photos ce matin, je pense la salle était immense. Je me suis dit, ils vont être nombreux. Donc, et puis, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Alors, quand j'ai pensé effectivement à parler d'agilité, en fait, il y a 2 expressions qui me sont venues rapidement. Il y a l'expression souple et flexible, et il y a l'expression communauté et partage. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'en 25 minutes, pour parler d'agilité, on arriverait à être souple et flexible, et puis être collaboratif et partagé. Alors pour faire ça, déjà pour partager, je vous propose déjà de sortir vos téléphones. Et si vous voulez effectivement partager des questions, des échanges, des remarques, flash-coder cette chose-là, ça va vous amener sur un groupe WhatsApp qu'on a dédié pour les 25 minutes. Donc on va être une communauté éphémère pendant 25 minutes. Sylvain, il est déjà sur la communauté, moi aussi. Donc on pourra répondre à vos questions, vous pourrez échanger, vous pourrez dire. J'ai mon téléphone dans la poche. Oui, je le fais depuis WhatsApp. Je ne sais pas, à moins que quelqu'un ait des règles de sécurité. J'ai un projet sur lequel on essaye de faire une communauté WhatsApp depuis 3 mois avec une DSI qui bloque. Mais si vous n'êtes pas soumis à ça, n'hésitez pas. Alors, donc voilà, donc du coup, première chose qui prouve la flexibilité, effectivement, c'est, moi, je me suis dit, si je venais cet après-midi voir des solutions, comme j'ai compris que c'était votre cas, qu'est-ce que seraient les questions que j'aurais en fond de cerveau, en façon de réfléchir, en fil rouge de mes questionnements de l'après-midi. Et je me suis dit que, effectivement, vraisemblablement, quand on pense à l'agilité de workforce, c'est super compliqué à traduire workforce de façon assez satisfaisante parce que l'expression force de travail, moi, me ramène assez à la lecture du Capital de Marx, ce qui est quand même pas tout jeune. Donc, du coup, moi, je me suis dit, j'allais adopter l'expression qu'on utilise chez Deloitte, qui est l'expression de capital humain.
Un capital humain, effectivement, on s'appuie dessus pour réussir ses projets. Il faut le développer, il faut l'acquérir et puis il faut le préserver. Donc je me suis dit, c'est derrière ces 4 notions-là qu'on va essayer de parler cet après-midi de ça. Alors quand Sylvain m'a dit que j'avais 25 minutes, après que j'ai phosphoré moi sur ce que c'était que l'agile workforce, je me suis dit, on va essayer de trouver une façon agile de préparer les 20 prochaines minutes. Alors voilà, moi je peux potentiellement, c'est-à-dire je ne sais pas de quoi je vais vous parler dans 5 minutes. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que je peux vous parler, j'ai envie de partager avec vous ces 6 sujets-là, en me disant qu'effectivement, pour préparer son capital humain, le capital humain de l'entreprise au futur du travail, il y a une première chose, c'est d'anticiper ce futur du travail, c'est de comprendre vers quel type d'emploi on va, vers quel type de métier on se dirige. Ça peut être votre premier choix. Deuxième choix, c'est de travailler sur les organisations adaptables. Donc une organisation adaptable, c'est peut-être une bonne façon de disposer d'une force, d'une main-d'œuvre, de talent, d'un capital humain agile. Troisième chose, et j'ai cru comprendre que c'était un des thèmes du débat de la fin du débat précédent, sur est-ce qu'on va manager demain comme on manage aujourd'hui, et ce serait quoi les compétences essentielles d'un manager à l'ère du digital. Et je me suis dit, tiens, avec des solutions RH, on va peut-être nous parler cet après-midi, recrutement, formation, développement. Est-ce que les compétences de demain sont les mêmes que celles d'hier? Quatrième sujet, effectivement, l'agilité passe aussi par la façon dont on va repenser les façons de travailler, les façons de coopérer, les façons de comprendre son job, les façons d'apprendre, les façons de travailler avec les autres. Cinquième sujet, moi je viendrai cet après-midi, si j'étais vous, avec la curiosité de me dire, mais est-ce que cette expérience employée dont on parle, c'est pas ça l'angle au travers duquel il faut, le prisme par lequel il faut s'engager pour réfléchir à ce qu'est une force de frappe et des équipes et un capital humain prêt pour demain. Et puis enfin, puisque ça me permet de dire que c'est mon métier chez Deloitte, puisque je suis responsable de l'équipe conduite du changement du pôle capital humain de Deloitte France, on ne peut évidemment pas faire de la conduite du changement demain comme on en fait aujourd'hui si on veut justement susciter cette agilité. Donc voilà le menu. C'est vous qui allez faire le repas. Alors c'est simple. On aurait pu télécharger une appli. Effectivement, on a parlé avant. On se dit, oui, mais si les mecs n'arrivent pas à se loguer, on va mettre 15 minutes à voter. Donc on va faire un truc tout simple. Moi, je voudrais qu'à main levée, vous me disiez, dans les 20 minutes qu'on a, quels sont les sujets, quels sont effectivement les 3 sujets dont vous avez envie d'entendre parler ici et maintenant. D'accord? Donc on ne va pas faire les 6. On va en faire que 3. Je ne sais pas lesquels. Et je vous propose que c'est vous qui décidiez de ça. Alors, Sylvain va m'aider. Gilbert, Yvan, vous allez m'aider aussi pour compter. Bon, alors, qui a envie qu'on discute d'anticipation du futur du travail? 5%. Je calcule vite, je sais, mais... Tu triches un peu, là. Moi, j'en aime bien 10 à 15. Bon, 10 à 15%. Qui a envie d'entendre parler d'organisation adaptable? 20 à 25%. 20 à 25%. Qui a envie de parler de compétences essentielles du manager à l'ère du digital et comment les développer? 30? Bon, ok. On coopère. Hein. Repenser les façons de travailler. Alors voilà, de quoi sont faites les nouvelles façons de travailler? Qu'est-ce qui... Pas mal là, je sens un petit 30 aussi. Hein. Est-ce que vous avez envie, ici et maintenant, là, de parler d'expérience employée? Pas mal, là, ouais. Je sens que les 3 derniers sont pas mal. Alors, je serais super vexé s'il ne vous plaisait pas le dernier, mais enfin, vous êtes libre. Hein. Est-ce que réinventer la conduite du changement en appliquant les codes de l'agile, c'est un sujet? Ouais, 15-20. Bon, moi j'entends Sylvain, Yvan, Gilbert que les sujets sur lesquels qui vous plaisent, c'est compétences, façon de travailler, expérience employée. Ouais, j'ai les mêmes. C'est le même tiercé. Hein. Regarde. Bon,
Ça vous va, on se lance? Bon, on peut se revoir plus tard si vous voulez parler du reste. Alors, du coup, vous allez... Voilà, je vais vous montrer, excusez-moi, oui, parce que j'aurais pu faire des liens. Et puis, en fait, alors, si vous étiez ce matin à la présentation de Philippe Burger, vous avez sûrement déjà entendu parler de Futur du travail. Donc voilà, ce que je ne vous montrerai pas, mais on peut en reparler. Alors, l'organisation adaptable. Voilà ce dont j'aurais pu vous parler. Mais on ne va pas en parler tout de suite. Et vous verrez, il y avait des trucs pas mal. Non, je le dis quand même, parce qu'il y avait eu de la préparation. Hein. Alors, développer les compétences essentielles du manager à l'ère du digital. Alors, je suis super content que vous ayez choisi celle-là, je vais vous dire, parce que pour me décrire un peu, j'ai commencé à m'intéresser, moi, personnellement, à ce sujet il y a à peu près 15 ans, alors que j'étais chez Oracle, j'ai écrit un bouquin sur les compétences du manager à l'ère du digital. Et j'ai vu que c'est un des sujets favoris de Deloitte. Et donc, effectivement, je suis très content que vous ayez envie qu'on parle de ça. Alors, rapidement, justement, ça, je peux même vous dire qu'effectivement, c'est un slide, je le dis pour mes deux camarades de Deloitte, qui a 15 ans. Et il y a 15 ans déjà, regardez si ça a bougé ou pas. Il y a 15 ans, on était en train de se dire, mais quel drôle de métier que celui de manager aujourd'hui. Un métier dans lequel il faut combiner. Alors, je sais que le « et en même temps » est très à la mode et depuis une paire d'années, mais c'est quand même super compliqué d'être manager aujourd'hui. On vous dit, les gens doivent travailler moins longtemps, mais il faut qu'ils soient disponibles tout le temps. Pas facile. Et on dit même, choc démographique et durée de vie s'allongeant, que les gens vont travailler de plus en plus longtemps. Donc, du coup, cette question, il va falloir faire avec de plus en plus longtemps. On vous dit, il faut réussir un management de proximité. D'ailleurs, le nombre de programmes ces dernières années qui se sont concentrés sur le manager de proximité, c'est très important. Et effectivement, les gens ont bien compris que cette proximité, elle était clé et que pour autant, tout le monde s'engage dans des programmes de télétravail, des programmes de coworking, de programmes de tiers-lieux. On dit aux managers, renforcer l'efficacité et la valeur ajoutée. Ça, c'est super important. Mais le business model de demain, on ne le connaît pas encore tout à fait. On est en train d'y réfléchir. Donc, on compte sur toi pour être super bon exécuteur d'un modèle de performance de demain qu'on ne connaît pas encore vraiment. On parle d'agilité d'organisation tout en vous disant, quand vous achetez un ERP, essayez de faire le plus possible au plus près du standard. Ça nous coûtera moins cher, ça durera moins longtemps. On parle d'intelligence collective tout en disant, mais chacun est unique. Et toi, manager, tu dois permettre à chacun d'exprimer son unicité. On parle de manager par la vision et le sens. Et on dit, mais qui serait assez dingue aujourd'hui pour faire un plan à long terme qui irait au-delà de 2 ans? Donc c'est vrai qu'être manager aujourd'hui est devenu un peu plus compliqué. Alors pour le coup, pour essayer de résumer ça, nous on a l'impression que les managers aujourd'hui doivent se replier sur une triple transformation dans leur façon de faire. Une transformation cognitive, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à penser le monde différemment, apprendre la scénarisation, apprendre le sens critique de ce qui était jusque-là des vérités établies, apprendre la complexité croissante du monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai que cognitivement, être manager et être leader en général fait appel à de nouvelles ressources. Les managers doivent aussi apprendre à agir différemment. Donc le deuxième pilier de la transformation des compétences du management, c'est l'évolution dans les comportements. L'agilité, c'est l'ouverture, l'agilité, c'est l'inclusion, l'agilité, c'est la diversité. Donc c'est clairement dans ce sens-là que le manager doit réinventer sa façon de manager. Être capable d'être aussi à l'aise avec des gens qu'il connaît depuis 5 minutes, qu'être aussi réinventif avec une équipe qui pratique depuis 5 ans. Et la troisième dimension, c'est la dimension émotionnelle. Si tout changement vous effraie, si vous pensez que les chefs sont les seuls à savoir, vous allez être un peu embêté dans le monde qui est en train d'émerger, vous, managers. Donc du coup, ces 3 transformations-là, elles sont au cœur d'un référentiel de management qu'on a, nous, développé, sur lequel on embarque beaucoup d'équipes projets.
Voilà concrètement les grandes lignes du référentiel de compétences nouveaux que nous, on voit émerger. Alors, je regarde juste si certaines semblent peu compréhensibles, parce que je vois le temps qui file. Vous me direz. N'hésitez pas sur le WhatsApp, si vous vous demandez ce que c'est que être non, je pense qu'enfin, bon, j'ai l'impression qu'effectivement, elles sont autoporteuses, donc je vous laisse les découvrir. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas, et on va en parler cet après-midi vraisemblablement, elles sont vraiment du domaine de la pensée, de l'action et de la réaction. Elles sont une autre façon de voir, d'agir et de comprendre le monde. Alors, repenser les façons de travailler. Grille de lecture pour cet après-midi sur effectivement les solutions que vous allez voir ou les organisations qu'on vous propose. Est-ce qu'elles vont, pour permettre une agilité croissante de votre capital humain, vous permettre d'évoluer dans ce sens-là? Alors, comment se lancer dans la transformation des modes de travail? D'abord, en comprenant ce qui est en train de changer dans le monde du travail. Réinventer des façons de travailler, ça exige de comprendre l'évolution de la démographie, l'évolution de l'appétit pour le sens, et l'actualité ne fait que le confirmer avec les prochaines lois qui vont émerger à partir de janvier, l'horizontalité, la croyance, la capacité à comprendre la diversité des talents et à ce que chacun puisse exprimer cette diversité, les évolutions technologiques, trop d'infos, des infos qui bougent tout le temps, des infos dont on ne sait plus où elles sont situées, et des infos qu'on veut utiliser en ultra-mobilité. Je parlais notamment du foisonnement des espaces tiers aujourd'hui qui se multiplient. Et puis aussi les tendances en matière de développement durable. Je disais tout à l'heure en échangeant que dans un programme d'innovation de start-up innovantes chez Deloitte, dont on a eu la réponse la semaine dernière, le sujet et le projet qui a gagné, c'est un projet qui va permettre à des équipes de piloter leur empreinte carbone annuelle en matière d'organisation de leurs déplacements. Alors, donc voilà ce qui est en train de changer dans le monde. Par rapport à ça, effectivement, les règles aussi changent. Alors, on va en prendre quelques-unes que moi je trouve effectivement intéressantes. C'est-à-dire que les employés ne sont considérés comme leaders que par la promotion. Ça, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Demain, dès aujourd'hui, c'est chacun qui a sa propre capacité à créer son cercle d'influence et d'autorité. Et ça compte dans la façon dont on cherche à embarquer les organisations. Efficacité, efficience versus développement, innovation et impact du client. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est toutes ces données-là qu'il faut prendre en compte quand on repense les organisations du travail. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous connaissez ces stades, par exemple, qui évaluent en moyenne à 20 à 25% la productivité et l'efficacité accrue des programmes de télétravail. Donc effectivement, il y a de réels enjeux pour les organisations de savoir réinventer ça, y compris en réinventant cette proximité dont on parlait tout à l'heure. Comment fait-on pour animer son équipe quand un tiers est chez le client, 20% en télétravail, et les autres sont dans des espaces tiers avec un autre client? Alors, quand on pense évolution des modes de travail, tout ce que vous ferez, vous le ferez bien si vous avez en tête ces 6 choses-là, nous semble-t-il. C'est-à-dire, si vous cherchez à réinventer un poste de travail, des lieux de travail, en pensant conserver la proximité, quitte à accepter et à réussir à la virtualiser, faciliter la coopération, faciliter le partage, voilà, les wikis de partout dans vos organisations, ce qui naturellement a des grosses implications sur les modes de rétribution de la performance. C'est-à-dire, tant qu'on sera encore dans des organisations où ma propre connaissance et ma propre valeur dans l'organisation, ça posera des problèmes. Donc, je ne sais pas s'il y a, Sylvain, quelque chose qui parle cet après-midi dans les solutions effectivement de management de la performance.
mais c'est un sujet important. On parlera de rémunération de la performance avec Aperam. Intéressant de voir si effectivement vous avez des systèmes de rému qui valorisent le partage, la coopération, qui valorisent la créativité. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que l'intelligence collective apporte un gain incroyable de qualité, de créativité, d'innovation. Est-ce qu'on sait le valoriser aujourd'hui dans la façon dont on anime les équipes? Une nouvelle gestion du temps et puis, bon, on en a déjà parlé, du nomadisme. Donc du coup, voilà, quand on construit sa politique de réinvention des formes de travail, c'est souvent la bonne combinaison et il ne faut pas les oublier parce qu'on parle souvent de lieux. Enfin, ça dépend qui on rencontre. C'est-à-dire, moi, je rencontre des DSI qui me parlent de digital workplace. Donc, la réinvention des modes du travail, c'est autour du poste de travail. C'est super. Je travaille beaucoup avec les gens de l'équipe immobilier qui, eux, me parlent immobilier. Et puis, voilà, nous, conseils en management, qui parlons des pratiques, voilà, sur la façon de manager, confère ce qu'on a dit tout à l'heure sur les organisations de demain. Dernier éclairage, l'expérience employée. C'est celui-là qu'on a dit. Alors, l'expérience employée, alors, moi, je suis toujours frappé effectivement sur le flou qu'il y a derrière la définition, enfin, le flou. En tout cas, l'hétérogénéité, la variété, la diversité des définitions qui sont données à ce que c'est que l'expérience employée. Donc, je voulais vous en donner souvent, parce que je sais que je venais chez Oracle et je me suis dit, souvent, on me parle de fluidité des applis. Enfin, moi aussi, quand j'étais chez Oracle, j'ai appris effectivement l'intégration, la capacité à l'expression sans couture. J'ai appris beaucoup l'expression sans couture, par exemple, pendant mes 6 ans chez Oracle. J'ai appris l'expression permettre à chacun de se recentrer sur ses tâches à valeur ajoutée, que je connaissais par cœur à l'époque. Et en fait, moi, j'avais envie de vous proposer une définition peut-être plus soft. Effectivement, l'expérience employée, c'est pour moi plutôt l'ensemble des sentiments et des émotions que ressent le collaborateur tout au long et dans les moments qui comptent dans sa vie de collaborateur, dans sa vie professionnelle. Et donc, voilà, symétrie des attentions, expérience client, expérience employée, elle doit être simple, agréable, satisfaisante, mémorable. Alors, j'ai trouvé un super outil dans la caisse à outils Deloitte, qui est très nombreux, qui est une cabinet qui s'appelle Berzin, qui travaille avec Deloitte, et qui nous a dit, voilà, si on essayait de construire, pour favoriser l'engagement, pour faire que chacun vive la meilleure des expériences employées, l'organisation doit être capable de lui construire, d'être tout simplement irrésistible. J'aime bien le nom de ce modèle. Donc, ce modèle s'appelle Simply Irresistible Organization. Et regardez, effectivement, en fait, il dresse les 20 piliers. Voilà, les 20 sujets, les 20 questions à vous poser pour être certain que vous allez prendre le maximum de chances de créer pour vos collaborateurs, pour chacun des individus de votre écosystème, une expérience employée satisfaisante. Qu'est-ce que ça veut dire un travail qui fait sens? C'est ça que je trouve intéressant dans ce modèle, c'est que pour le coup, il décline un peu ce que c'est que la notion de sens, il redit ce que c'est que la notion de management supportif, et puis il précise des choses sur l'environnement de travail, les opportunités de se développer, et j'imagine qu'on va en parler cet après-midi. Et puis j'ai vu un clip qui passait, qui disait qu'effectivement, le leadership était souvent d'abord question de confiance. Effectivement, un leadership, question de confiance, enfin la confiance générée par le leadership fait partie intégrante d'une expérience employée satisfaisante. Alors, je vais passer celui-là. Et je vais simplement vous proposer, voilà. Ah si, non, j'avais ça, non, bon, c'était pour la prochaine fois, non, c'était ça, parce que je voulais terminer, j'avais trouvé des affiches de films pour faire une blagounette sur comment ça se passe d'habitude, vos programmes de conduite du changement, mais ce sera pour la prochaine fois qu'on en parlera. Je ne sais pas si vous avez des questions, on est à 30 comme prévu, donc je voulais vous souhaiter un très bon après-midi et vous remercier. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous avez des questions pour Olivier?
soit par le WhatsApp, soit même en direct, hein. Avec un micro, ça fonctionne aussi. Vous pouvez les mettre sur le WhatsApp, je répondrai dans l'après-midi. Il y a un engagement de prendre les réponses dans l'après-midi. Et puis vous avez quelques sujets en réserve. Vous pouvez aussi rencontrer directement Olivier, Gilbert et Yvan sur le stand de Loite, partenaire du MBS. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant. Merci beaucoup Olivier, et je vais appeler Alexandre Gluckmann et Yves Loiseau. Voilà. Alexandre Gluckmann, SHL, Yves Loiseau, TextKernel. Alors, oui, on va mieux m'entendre comme ça. Je sais qu'on a assez peu de temps, donc je vais... Tu as une demi-heure. Oui, mais il faut aussi du temps pour Alexandre. Donc on va simplement aller dans le vif du sujet. Alors je me présente très rapidement, Yves Loiseau, je suis le directeur général de TextKernel pour l'Europe du Sud au sens large. Europe du Sud, bassin méditerranéen, Amérique latine, ça fait une très grande Europe du Sud. À propos de TextKernel, donc on est une société qui est d'origine néerlandaise. Maintenant, on fait partie du groupe Career Builder. Et on n'est pas une société si jeune que ça. On a été créé en 2001 et on est environ 150 aujourd'hui. Et notre spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Et notre point fort, on va dire, c'est le traitement du langage naturel. Donc pour faire très simple, on fait des robots qui savent lire et qui savent raisonner autour de ce qu'ils lisent. Donc ils vont lire, classifier et comparer finalement des documents. Donc vous voyez où est-ce que je veux en venir, c'est-à-dire qu'au final, on va rapprocher les personnes et les emplois intelligemment autant que faire se peut. Et donc on va faire du matching, mais avec plusieurs étapes intermédiaires et de façon intelligible. En termes de géographie, on est présent dans 6 pays aujourd'hui. Alors on a 3 principes essentiels auxquels on tient beaucoup. La première, c'est de faire de l'IA pour les humains. On se garde, même si on utilise du machine learning, on se garde de laisser le machine learning n'en faire qu'à sa tête. On part en général des meilleures pratiques de vos équipes. Et à partir de là, on va éventuellement dévier un petit peu. On innove essentiellement au travers de nos clients et partenaires. Et on ne croit pas dans la magie de l'algorithme. On considère que autant l'intelligence artificielle peut être une sorte d'enzyme du cerveau face à l'obésité de l'information, autant on ne pense pas aujourd'hui que l'intelligence artificielle est vraiment en mesure d'être complètement autonome et de prendre des décisions toute seule. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un cas concret qui est quelque chose qu'on a mis en place pour la société Engie en Belgique, avec comme constat au départ un défi important pour le recrutement qui est qu'il est de plus en plus difficile de trouver et d'embaucher des talents, et en tout cas en particulier dans un contexte de pénurie, en temps voulu. Et ce, d'autant plus que le contexte technologique ou la situation des marchés évolue vite, et donc ça devient une gageure. Par rapport à ça, il y a quand même un frémissement, ou plus qu'un frémissement, dans le sens où l'IA apparaît comme étant une solution fiable désormais. Alors tout d'abord, le problème est réel, puisque 61% des dirigeants pensent que leur entreprise ne recrute pas assez vite et pas assez bien, et que 72% des cadres dirigeants pensent que l'IA sera un différenciateur clé à l'avenir. Alors, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, en ce qui concerne les ressources humaines, c'est qu'on dispose d'une véritable montagne de données. D'ailleurs, pas seulement dans le SIRH, moi je fais partie des personnes qui croient que pour les RH, il faudrait aussi s'intéresser au travail des gens au quotidien, et donc aller chercher ce que font les gens et essayer d'en tirer de l'information utile pour leur évolution professionnelle, par exemple. Cependant, donc là vous avez une citation de Glenn Cassie qui était venu à une conférence qu'on avait organisée.
Glenn Cassie, qui est le chef du digital et de l'innovation stratégique chez Randstad. Le problème, c'est que cette montagne de données, en fait, elle n'a de valeur opérationnelle qu'à partir du moment où on sait la structurer, où on sait en sortir du sens et où on sait la mettre en action. Et c'est précisément là qu'on intervient, nous, puisqu'on a comme je disais tout à l'heure, des robots qui savent lire, qui vont pouvoir digérer cette énorme quantité d'informations pour vous permettre peut-être de prendre des décisions plus rapides et mieux informées. Pour ne rien simplifier, évidemment, tout ça doit se faire dans une multitude de langues. Une multitude de langues, mais aussi une multitude de langages. Alors, effectivement, le candidat n'est pas un rédacteur de CV professionnel, il ne va pas forcément faire un CV comme vous l'entendez, il va s'exprimer comme ça lui vient, vous aussi d'ailleurs souvent. Frédéric Verkeren, qui était le directeur du projet, parle de jargon propre à sa société. Hein, donc, on a finalement, pour résumer le marché de l'emploi, une problématique de fossé entre l'information et le langage. Typiquement, les mêmes choses ne seront pas exprimées de la même façon par tout le monde. Et sauf à embaucher, je ne sais pas, une dactylo pour chaque candidat, on n'arrivera jamais à avoir tout bien codifié à la main. Alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, comment est-ce qu'Engie a pu armer ses recruteurs pour mener à bien une mission impossible, qui était de recruter plus vite dans un marché de l'emploi saturé. Alors saturé en particulier sur certains profils, comme les électromécaniciens, puisqu'il y a une décision qui est venue de la PDG de la société, qui est de investir massivement le secteur des énergies renouvelables, et donc les énergies à zéro émission. Évidemment, ça fait appel à de nouvelles compétences, ça fait appel à de nouveaux types de profils, et comme ce ne sont pas les seuls à vouloir ça, il y a un petit peu tension sur ces profils-là. Alors, en 4 étapes, comment est-ce qu'on s'y est pris? La première chose, c'était de vraiment supprimer les barrières linguistiques. Alors, on propose, nous, un référentiel de 8000 compétences sur étagère, si j'ose dire, mais évidemment, on ne prétend pas connaître l'intimité de chaque secteur, et donc on a travaillé avec Engie pour compléter ce référentiel par rapport au domaine, en l'occurrence, qui est le leur, sur les énergies zéro émission. On a ensuite mis en place un système pour déjà classer et matcher toutes les candidatures entrantes pour gagner du temps, en fait, par rapport au volume de candidatures, parce qu'Engie a quand même une bonne marque. C'est pas qu'ils ne reçoivent pas de candidats, c'est juste qu'ils ne reçoivent pas forcément ceux qu'ils voudraient, pour déjà gagner du temps dans le tri. Ensuite, on a mis en place un matching pour que quand un recruteur publie une offre, il se voit proposer automatiquement des candidats avec une priorité aux candidats qui ont déjà été vus et déjà qualifiés. Enfin, parce qu'on est dans une situation de pénurie, donc avec des candidats qui sont éventuellement sollicités par d'autres, l'idée c'était de fidéliser ces candidats. Et pour arriver à faire ça, on a décidé de les réactiver et d'entretenir finalement la relation avec eux, même s'ils n'avaient pas été retenus en première instance. Alors, voilà une citation donc, de Frédéric, qui était le directeur du projet. Donc, il considère que c'est une approche qui est différente, aussi parce qu'elle est automatique. C'est également une solution pour trouver les bons talents rapidement. Et il considère aujourd'hui qu'ils ont 2 longueurs d'avance sur la concurrence. Il s'agit évidemment du marché belge. Par rapport à leurs concurrents immédiats, ils considèrent qu'ils ont gagné du terrain et il a l'air plutôt enthousiaste puisque le projet a été mis en place récemment et il pense qu'il y a encore d'autres bonnes choses à venir. De manière très concrète, côté recruteur, en fait, ici vous voyez donc une liste de compétences spécifiques qui sont détectées automatiquement à la demande d'Engie. Vous avez un écran de résultats à côté. Et puis, concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est un automate qui va proposer des talents avant même que l'offre soit diffusée sur un job board ou sur le site. Une amélioration de la précision des recherches, parce que grâce à la technologie sémantique, quand je cherche directeur général, il ne va pas me proposer finalement l'assistant du directeur général ou quelqu'un qui reporte au directeur général. Mais en même temps, plus de bons résultats, puisque si je cherche directeur général, il va aussi me retrouver general manager, CEO, etc. etc. Donc plus de précision, plus de bons résultats.
et également donc un automate. Le résultat immédiat qui a été constaté, c'est qu'il y a un moindre recours aux canaux de sourcing externes, les médias, mais aussi, pourquoi pas, des intermédiaires. Côté candidat, donc ce qui s'est passé, c'était vraiment d'essayer de ne laisser échapper aucun bon candidat. Et donc l'idée, c'était tout simplement que quand un candidat n'est pas retenu, soit parce qu'on a trouvé un encore meilleur, ou parce qu'il n'était pas disponible à temps, ou parce qu'il n'était pas assez mobile, ou autre, plutôt de le laisser disparaître, non seulement il est poussé vers les recruteurs, mais on va aussi lui pousser des nouvelles offres sur lesquelles il va être pertinent. Les premiers constats, c'est que ça permet déjà, enfin il y a eu des retours positifs de candidats qui appréciaient la démarche. Engie espère que ça pourra permettre de construire une relation dans la durée. Ils ont déjà constaté certaines réductions de délai d'embauche, même si c'est un peu tôt pour avoir vraiment des stats. Et puis en tout cas, ils ont eu une image améliorée vis-à-vis des managers, puisque les managers trouvaient finalement une réponse à leurs attentes plus rapidement. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on a un stand, donc si vous voulez qu'on vous fasse une démo ou autre, on est disponible. Bonjour. Je suis ravi d'être ici. Donc, je suis Alexandre Gluckmann. Moi, je suis directeur du développement commercial pour SHL en France. Et je suis venu vous parler d'expérience talent. Alors, on n'a volontairement pas voulu vous parler d'expérience candidat ou d'expérience employé, parce qu'on s'est dit qu'il y a quand même une bonne partie des candidats qui vont devenir des employés, et que donc ça ne fait pas forcément de sens, si on veut parler d'expérience unifiée, de dissocier les deux. Donc, on va parler d'expérience talent aujourd'hui. Rapidement, 2 mots sur SHL. On est le leader mondial de l'assessment. Donc nous, notre métier, c'est d'évaluer les candidats comme les employés, enfin les talents, et d'apporter une information fiable aux entreprises pour essayer de comprendre qui sont les personnes qu'elles ont en face d'eux, potentiellement si elles peuvent réussir dans un job, mais aussi pour détecter si elles ont un potentiel de leadership, pour pouvoir les développer, etc. etc. Donc notre métier, c'est vraiment la donnée, apporter une donnée qui soit fiable. Et puis, vous pouvez vous demander, OK, mais alors, eux, leur but, c'est de faire des tests et des questionnaires pour évaluer les gens. En quoi ça va améliorer une expérience candidat de rajouter une étape supplémentaire Ça devrait plutôt être des experts, justement, d'une mauvaise expérience. Eh bien, pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi en vous racontant l'histoire de Clara. Et donc, l'histoire de Clara, je vais raconter son expérience talent en 2020. Clara, elle a pour ambition de devenir consultante dans un grand cabinet de conseil. Ça, c'est son rêve. Elle avait commencé des longues études, mais elle a eu un petit souci, elle a eu un petit accident de vie, et elle a dû arrêter ses études, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a un niveau de diplôme équivalent à Bac+3. Et puis son profil, son comportement, c'est quelqu'un de plutôt résilient, qui est orienté détail et qui est très analytique. Alors, elle s'y met, elle cherche, elle va commencer à postuler dans un grand cabinet de conseil. Et puis, malheureusement, elle va vite déchanter parce qu'elle retrouve systématiquement la même chose. On a besoin de personnes qui ont un background Bac+5. Donc là, elle est un petit peu abattue, elle est prête à renoncer. Elle se dit, mince, quand même, OK, j'ai pas un Bac+5. Néanmoins, j'ai du potentiel, j'ai appris des choses et on pourrait aussi me laisser ma chance pour voir si, oui ou non, je pourrais me mettre au niveau des gens qui sont aujourd'hui Bac+5. Et au fil de ses recherches, elle tombe sur un cabinet un petit peu différent, enfin en tout cas qui communique un petit peu différemment, qui s'appelle Diverseo. Et Diverseo, c'est aussi un cabinet de conseil qui propose des jobs similaires, mais qui, dès la page carrière, explique qu'il y a 2 voies possibles. Vous pouvez être Bac+5, on va dire, dans le sérail, entre guillemets, et vous avez un process de recrutement qui vous est propre, vous cliquez ici pour continuer. Et puis, si vous n'avez pas ce bagage, c'est pas grave, il y a un autre processus qui est fait pour vous, vous pouvez cliquer ici. Et donc, elle y va, elle clique sur le process qui lui correspond. Et là, en fait, elle va directement se loguer en social sign-on avec son compte Facebook, et on va directement lui envoyer un test d'aptitude.
L'idée du test d'aptitude, c'est de mesurer les capacités cognitives, donc la rapidité à laquelle un individu emmagasine de l'information, l'analyse, la synthétise. Si on y réfléchit bien, c'est un petit peu près la même information qu'on va chercher chez un diplôme. C'est quoi la différence entre un HEC et quelqu'un qui, supposé hein, évidemment, mais quelqu'un qui a fait un BTS, au-delà des compétences techniques qu'ils ont acquises, qui ne vont pas forcément nous aider en entreprise, on se dit qu'un HEC, il a le cerveau qui raisonne plus vite. C'est ce qu'on se dit. Et bien finalement, un test d'aptitude, ça permet de donner exactement la même information que le diplôme. Et Diverseo, ils n'ont pas fait ça au hasard parce qu'en fait, ils ont lu une étude qu'a publié le Gartner en 2016 sur ce que veulent les jeunes diplômés. Donc Gartner a posé à environ 3000 jeunes diplômés qu'est-ce que vous voulez en termes d'expérience d'évaluation? Comment voulez-vous aujourd'hui que les entreprises évaluent si vous feriez un bon employé pour le poste? Et ce que les candidats ont répondu, c'est on veut une expérience d'assessment qui fasse en 10 et 30 minutes parce qu'on considère qu'en dessous, c'est pas crédible. Ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de clients, moi, que je vois, ça fait 6 ans que je suis dans ce métier, qui nous disent on veut l'assessment le plus court possible, parce qu'on a trop peur de perdre des candidats dans le vivier. Et quand on pose la question à les candidats, ils disent bah non, un truc qui dure moins de 5 minutes, on n'y croit pas en fait. On ne pense pas qu'on soit capable de mesurer toute la complexité de ma personnalité et de mes compétences en 5 minutes. C'est pas sérieux. Et dans cette même veine, toujours dans cette étude, les mêmes candidats nous disent on ne veut pas de gaming, on ne veut pas jouer. Ok, on est une génération qui aime les jeux vidéo, mais là, c'est notre travail, c'est sérieux. Encore une fois, on a envie qu'on m'évalue, moi, dans mes compétences, et pas à quelle rapidité je bouge le pouce sur un joystick. Et puis, ils nous ont dit, on ne veut pas de jeu, par contre, on veut savoir c'est quoi le job. On veut des extraits concrets, des échantillons très précis, des tâches que je vais avoir à faire pour faire un choix avisé et pour en connaître un petit peu mieux sur l'entreprise avant de dire oui, avant de signer un contrat de travail. Donc, ils ont intégré tout ça et ils font passer un test aujourd'hui qui reproduit justement des petits échantillons de travail, donc des petites scènes de la vie au boulot, qui prend moins de 30 minutes à passer, qui est 100% mobile. Ça aussi, c'est important. En 2020, on ne peut plus proposer une expérience qui ne soit pas 100% disponible sur mobile et qui est complètement intégrée avec un SI. Alors, nous, on est partenaire évidemment privilégié d'Oracle et on a la capacité d'être complètement intégré et que ce soit une expérience unifiée pour le candidat. Donc, je reviens à Clara. Elle voit donc cette possibilité de postuler, même si on n'est pas Bac+5. On lui propose un test, elle le passe. Elle reçoit un feedback immédiat, parce que ça, c'est aussi un élément que nous ont confié les jeunes diplômés sur ce qu'ils attendent aujourd'hui d'une expérience candidat, c'est qu'ils ne veulent pas passer un test pour recevoir la réponse dans 3 semaines. Donc, il faut leur donner des éléments tout de suite sur comment ils ont réussi leur évaluation. Et puis, ça se passe bien pour elle. Elle reçoit directement un email où on va l'inviter à un rendez-vous avec des propositions de créneaux dans l'agenda. Là, pareil, quand on est intégré avec un système d'information aussi puissant qu'Oracle, on peut tout à fait relier les agendas des recruteurs et complètement automatiser cette étape. Donc là, ça veut dire que Clara, qui pourtant était Bac+5, en 1 heure, elle a gagné un entretien dans un cabinet de conseil qui correspond à ce qu'elle recherchait. Et maintenant, si je passe côté Diverseo, donc l'expérience, on va dire, recruteur, eux, ce qu'ils voient, c'est tout de suite quand Clara complète son test, ils remarquent ses capacités analytiques qui dépassent réellement la moyenne. Et du coup, ça devient une super candidate. C'est quelqu'un qui vont surveiller dans le process parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Et là, c'est hyper intéressant parce que Diverseo, c'est une société donc dans le conseil et qui a l'habitude de travailler en collaboration étroite avec les grandes écoles. Il y a un partenaire qui est référent pour HEC, un partenaire qui est référent pour les arts et métiers, un partenaire qui est référent pour chacune des grandes écoles dans lesquelles il veut recruter. Et si vous étiez venu il y a 5 ans chez Diverseo, on vous aurait dit quoi, recruter quelqu'un Bac+3 ? Quelqu'un qui vient de la fac, qui n'a même pas fait des classes préparatoires. Enfin, c'est impossible. Et en fait, Diverseo a fait sa révolution culturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont basés sur la science. Ils ont vu d'un point de vue très pragmatique. Qu'est-ce qui vaut mon diplôme des arts et métiers ? Qu'est-ce qui vaut mon diplôme d'HEC quand il s'agit de savoir si la personne va réussir en tant que consultant chez Diverseo ? Eh bien, il vaut à peu près 4,5 fois moins que mon test d'aptitude. Ce qui veut dire que si vous recrutez uniquement sur test d'aptitude, vous avez 4,5 fois plus de chances de faire un bon choix que si vous recrutez sur le diplôme.
Et donc, comme ils ont vu des gens arriver dans l'entreprise qui ne venaient pas du Sérail, qui ne venaient pas des grandes écoles, et qui ont réussi parfois mieux que des gens qui venaient des grandes écoles, c'est comme ça que le changement culturel s'est opéré. Et maintenant, chez Diverseo, quand un manager demande à un recruteur des informations sur le candidat, il ne demande pas son école. Ce qui l'intéresse, c'est comment il a réussi au test d'aptitude, parce que c'est 4,5 fois plus prédictif. Alors, maintenant que Diverseo a fait ça, a franchi le pas, eux, ils font réellement de la diversité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une communication marketing empruntée à Benetton qu'on pourrait retrouver sur leur site internet où on voit des gens jouer au ping-pong et ça a l'air super sympa. C'est vraiment quelque chose qu'ils pratiquent, auquel ils croient. Et c'est ça où est le grand chiffre, c'est ça où est la différence. Si vos managers continuent à vous réclamer des profils uniformes, de la même école, de la même classe sociale, vous n'allez pas réussir à faire de la diversité et ça sera encore moins authentique vis-à-vis de l'extérieur. Donc ce changement, cette posture fait que finalement, quand on croit à la science, on n'a plus besoin de croire au marketing. Alors je continue avec Clara, donc elle passe ses tests d'aptitude, puis elle va rencontrer des managers de Diverseo, elle va être recrutée, et puis elle va commencer, et dans son premier jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de l'évaluation qu'on a fait tout au long de son processus. Donc elle a passé des questionnaires, des tests, elle a passé des entretiens. Et pendant toute cette phase, on s'est dit que ce serait une super consultante, mais qu'il y a un point d'alerte, c'est sa capacité à travailler en équipe. C'est son premier job finalement, donc elle ne l'a pas réellement montré. Et puis c'est quelqu'un d'analytique qui est très dans le détail. Ça, ce sont ses appétences naturelles. Et on n'a pas vu ressortir comme appétence naturelle la collaboration. Donc on pense qu'il y a un risque. Et dans une boîte de consultants, c'est important d'avoir des gens qui sont capables de travailler en équipe. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand on a passé une évaluation, c'est commencer dès le premier jour avec un plan de développement. Vu qu'on a investi énormément d'argent et de temps pour savoir si la personne fera un bon consultant, on a son mode d'emploi. On sait exactement ce qu'elle aime faire, ce qu'elle n'aime pas faire, comment elle est managée, etc. Pourquoi on ne s'en sert pas dans l'onboarding ? On peut le faire aujourd'hui. Encore une fois, quand on travaille avec des technologies qui sont intégrées, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Et par exemple, voilà, Clara, quand elle va arriver son premier jour, on va lui donner comme conseil très concret, lui dire voilà, ce qu'on voudrait que tu fasses dans un premier temps, c'est que tu prennes le pli de systématiquement reformuler ce que vont te dire d'autres consultants pour voir si tu as bien compris. Ça, c'est la première étape de la collaboration, c'est d'être sûr qu'il y a un bon niveau d'entente entre ce que vous dites. Et nous, ce qu'on te propose comme comportement concret que tu peux mettre en place dès maintenant et sur lequel on peut t'observer, c'est de faire ça. Et donc, elle va déjà entamer une démarche de développement dans laquelle elle va améliorer sa capacité de collaboration parce qu'on a vu que c'était potentiellement une alerte au moment de son recrutement. Alors Clara va commencer ses missions, elle va commencer à bouger à droite, à gauche. Et bon, c'est son premier job, elle en avait une image, et puis finalement, ce qu'elle fait, c'est un petit peu différent de l'image qu'elle en avait. Elle ne se rend pas compte qu'il y a un gros décalage entre son équilibre de vie pro et perso. Elle ne se rendait pas compte qu'il y aurait des déplacements aussi fréquents. Donc ça la pèse un petit peu. Et bon, alors elle n'ose pas se plaindre parce qu'elle se dit déjà... J'étais pas bac plus 5, je suis venu dans l'entreprise, et là, au bout d'un an, je me rends compte que ça me plaît plus, je vais pas me plaindre. Et par contre, son manager le remarque et il voit qu'elle n'est pas épanouie dans son travail. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partager cette information lors de la talent review. Il va lever cette alerte en disant « Attention, je vois qu'il y a une alerte par rapport à cette collaboratrice, elle fait bien ses missions, mais je ne les sens pas épanouie. » Et quand on est intégré également avec un système comme Oracle, et là, on peut récupérer tout un tas d'informations qui nous permettent d'anticiper, qui nous permettent de faire du prédictif. Est-ce qu'il y a potentiellement un risque de burn-out ? Et là, on peut récupérer les informations de où est-ce qu'elle habite, de combien de temps elle met pour venir au travail. Tout ce genre de petits éléments qui, en plus de ces évaluations de mission et du ressenti que je peux avoir en tant que manager, va me permettre derrière d'anticiper et de gérer au mieux mes collaborateurs sans attendre qu'il y ait effectivement un burn-out. Et donc, le manager laisse cette information et là, la RH va pouvoir prendre le relais. Et ça, c'est quelque chose de très important pour SHL et sur lequel on va beaucoup travailler l'an prochain. C'est qu'on veut absolument que les informations, les évaluations qui sont faites au moment du recrutement, elles servent après tout au long du cycle de vie du collaborateur. C'est hors de question de passer toute une batterie de tests et de questionnaires au moment du recrutement, et une fois que vous êtes dans l'entreprise, hop, on les met à la poubelle, on ne les regarde plus, on ne veut pas le savoir. Non, il faut absolument que ça serve les employés dans leur développement, et c'est pour ça qu'on veut limer la frontière entre candidats et entre employés. Et donc, une fois qu'on a récupéré ces informations, ce que nous, on va être capable de faire chez SHL,
toujours en utilisant l'intelligence artificielle et en étant prédictif, c'est de se dire, OK, on l'a recruté pour faire consultante et il s'avère que pour raison X et Y, il faudrait lui trouver une autre voie. Et ben, on se rend compte que grâce aux qualités qu'elle a montrées sur les résultats de son assessment, elle va être potentiellement extrêmement performante sur un rôle d'expert RH. Donc le but du système, ça va être de capter l'information de l'assessment qui a été fait il y a 1 an pour dire OK, on va essayer de proposer quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on a la capacité de le faire, de pouvoir proposer une autre voie pour Clara et pas la laisser dans une situation difficile où on pense qu'il y a un risque de burn-out ou d'attrition. Et donc je vais finir là-dessus. En conclusion, cette expérience talent de 2020, comme SHL l'imagine, elle est celle de l'authenticité et de l'anticipation. L'authenticité parce qu'on pense que les candidats doivent voir pendant le processus de recrutement exactement ça va être quoi le job. Je ne veux pas des belles images marketing qui montrent des gens jouer au ping-pong, je veux voir concrètement c'est quoi les tâches du job. Et ce que les candidats aussi nous disent, on ne veut pas le monde merveilleux de Mickey avec un serious game, on veut savoir réellement ce qui va se passer. C'est aussi l'expérience de l'authenticité, surtout au niveau de la diversité. Aujourd'hui, avec des outils comme Glassdoor, etc., vos candidats savent comment ça se passe à l'intérieur. Et si les employés ne vivent pas la même expérience que vous essayez de vendre aux candidats, ça ne marchera pas. Et donc la diversité, en tant qu'engagement, aujourd'hui, les candidats attendent plus que des images, attendent plus que des programmes, mais réellement que ce soit quelque chose sur lequel les managers soient convaincus et que vous puissiez proposer dans vos processus de recrutement vraiment des processus qui soient générateurs de diversité. Et puis aussi, c'est l'expérience de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui, on a toutes les informations et on en collecte à plein de moments. Et Yves aussi en a parlé, on est assis sur une montagne de données. On a toute cette information pour anticiper des risques d'attrition, de burn-out, et puis surtout de pouvoir prévoir le next step de carrière d'un collaborateur et de le préparer. Ça, c'est un vrai sujet, nous, qu'on a avec beaucoup de nos clients. C'est-à-dire que autant on peut se dire que une personne ferait un très bon futur dirigeant ou qu'un RH pourrait faire commercial, mais ce qui gêne, c'est qu'on ne l'a pas anticipé, donc on ne l'a pas préparé. Donc ici, dans l'exemple de Clara, à la fin de l'histoire, elle ne devient pas experte RH. Elle va continuer 1 an en tant que consultante, mais on va la préparer à changer de rôle parce qu'on a vu qu'elle avait ce potentiel. Donc pendant 1 an, on va la nourrir en opportunités de développement, en projets cross-fonctionnels pour qu'elle puisse développer les compétences qu'elle n'a pas et faire une prise de poste, un changement de carrière qui soit réussi. Voilà, c'était la conclusion pour nous sur l'authenticité et l'anticipation. Est-ce que vous avez des questions aussi bien pour Yves Loiseau sur l'IA dans les contextes de recrutement ou pour Alexandre Gluckman sur les assessments? Moi, j'ai une Oui. question pour Alexandre. Ah, attends. Parce que si je comprends bien, donc, on rapproche la qualité perçue de la qualité réelle, hein, c'est un peu l'idée. Qu'en est-il de la qualité souhaitée? Parce que comment est-ce que moi, je sais, surtout dans une entreprise de taille moyenne, on va dire, quelles sont les bonnes aptitudes pour un poste? C'est une question très difficile parce qu'en plus, ce sont des choses qui sont en perpétuelle évolution. Donc, nous, on a 2 types de recommandations. Soit tu peux travailler avec des soft skills si tu es à l'aise avec ça, donc identifier pour chaque poste les soft skills qui sont intéressants, ou tu peux travailler avec des enjeux, des challenges. Par exemple, évaluer quelqu'un qui va diriger une business unit pour qu'elle dégage le plus de profit possible ou qu'elle gagne des parts de marché par agressivité. Donc, on a ces 2 modèles-là où tu peux utiliser les soft skills ou des enjeux. Et l'idée, c'est d'être dynamique pour rester le plus possible collé à l'évolution des postes et à chaque fois te reposer la question, quels sont les soft skills ou les enjeux du poste pour avoir une évaluation qui soit fine. Et ça passe par une phase de conseil, en fait Alors oui, ça passe par une phase de conseil, mais sur lesquelles nous, en tout cas, notre vision chez SHL, c'est de plus en plus de rendre les clients autonomes par rapport à ça. Donc on a mis en place des systèmes qui te permettent de refaire ce travail de réflexion avec les RH et avec les managers sans avoir besoin de nous appeler. Oui, j'ai juste 2 questions. En fait, il y a 2 mots qui sont importants. Il ne s'agit pas plutôt de la manipulation dans la mesure où c'est l'employeur qui décide, qui passe des tests, etc. Et puis c'est l'employé qui subisse. Et puis, donc c'est manipulation, donc ça c'est un mot. Et puis du point de l'employé, est-ce qu'il rêve cet employé? Est-ce qu'il y a une partie de rêve ou vous le décelez vous-même? Donc est-ce que c'est de la manipulation, oui ou non? Alors, C'est toujours l'employeur qui décide. C'est une question.
On n'espère pas, en tout cas, ce n'est pas dans le but qu'on a développé ces produits. Nous, ça répond vraiment à une demande client qui est de dire, OK, on a évalué les gens, on a leur mode d'emploi, on sait comment ils réfléchissent, on sait comment ils aiment être managés, mais on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas quoi en faire. On n'a pas d'idée de qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre s'il est commercial et qu'il ne se plaît pas en tant que commercial. Où est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, notre but, c'est de mapper l'organisation et d'essayer de voir, de suggérer des idées pour que derrière, les employés puissent trouver quelque chose qui leur plaît. Oui, je pense qu'il faut aussi voir une opportunité. Par exemple, il y a une question essentielle dans la vie, c'est à quoi est-ce qu'on obéit? On peut obéir à des règles, on peut obéir à un groupe, on peut obéir à un chef, ou on peut obéir à un code de déontologie personnelle. Et on n'en a pas toujours conscience. Le savoir, déjà, ça permet peut-être de rechercher les bonnes fréquentations, tout simplement. Merci beaucoup, Alex. Merci, Yves. Alors, dans la session de Deloitte, tout à l'heure, on parlait de l'expérience employée et on voyait que on avait des attentes autour de l'outil, mais aussi sur les sentiments, les émotions qu'on vivait tout au long de notre parcours professionnel. Et je crois que vous avez vu dans la session que nous venons de terminer comment des partenaires qui sont intégrés à nos solutions jouent un rôle important dans le niveau de service qu'on est capable d'apporter au-delà de la solution et dans le vécu et l'expérience des collaborateurs. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, ces attentes, ce niveau de créativité sur des projets qui parfois sortent un petit peu du standard. Et c'est un petit peu ce dont nous allons parler avec Accor. Je vous demande d'applaudir bien fort Benjamin François et Carmelina Collado de Accor. Bonjour à tous. Donc, merci à Oracle de nous avoir invités pour venir parler un petit peu de ce qu'on fait chez Accor. En introduction, je voulais vous parler un peu du contexte d'Accor. Donc, Accor, c'est présent dans 111 pays. Ça représente quasiment 5000 hôtels du coup répartis sur tous les continents. On a plus de 280 000 employés à gérer. On a des volumes de recrutement qui sont assez conséquents, avec plus de 80 000 recrutements l'année dernière. On a des employés qui sont aussi excessivement jeunes, avec 54%, donc plus de la moitié des employés qui sont 35 ans. Donc on va avoir les millennials qui sont en train de devenir les leaders de demain. On a un hôtel qui ouvre toutes les 36 heures en moyenne. Donc il y a une aptitude à continuer à grossir qui se maintient. Et dernière particularité, on a 85% des employés qui sont deskless, donc qui sont pas du tout outillés de manière informatique. Et ça représente un certain nombre de challenges. Et je vais laisser Carmelina vous les présenter. Bonjour. Bon, par où je commence? Les chiffres que Benjamin vient d'annoncer vous donnent un petit aperçu des challenges que nous avons en face de nous. Mis à part l'effet que derrière ces chiffres se cachent, moi je dirais, des réalités RH qui sont d'envergure, quand on parle de 80 000 recrutements, ce n'est pas rien. Et ça, il faut savoir les faire. Il faut qu'on soit performant dans la façon dont on va recruter, mais il faut qu'on amène les bons talents, ceux qui vont bien, pour ce qui est notre ambition. Pour Accor, c'est un sujet qui est très clair. Nous, on a compris depuis longtemps que, comme c'est marqué là, l'expérience client passe avant tout
par la façon où nos équipes, nos salariés vont recevoir et vont accueillir nos clients dans chacune des propriétés dans lesquelles ils vont aller passer des séjours. Donc, on a trois piliers. On a l'endroit. Je suis désolée parce que la presse est en anglais. Enfin, c'est un gros mélange anglais-français et j'espère que mon français ne va pas me trahir aujourd'hui. Mais on a l'endroit, donc on a une ambition que n'importe quel client, quand il arrive, quand il va passer un séjour dans un de nos hôtels, son séjour soit mémorable. Donc on va tout faire pour que ça soit comme ça. On est sûr aussi que les employés, ils vont faire en sorte que ce séjour soit mémorable ou pas. On a tout un programme, peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler, qui s'appelle Heartist, parce que comme on dit, on est passionné du service, mais nos travaux, on les fait avec les cœurs, donc ce n'est pas des employés, on les appelle les Heartists, c'est-à-dire on est des artistes du fond du cœur, donc on fait ce qu'on fait avec les cœurs. Et ça, nous, on a compris depuis longtemps que de nos people dépend ce qui va être l'expérience de chacun de nos visiteurs dans chacun de nos hôtels. Donc, connaissant ça, connaissant la relation qu'on s'est fait, c'est-à-dire que si tu as des employés qui sont engagés, qui sont motivés, qui sont vraiment, comme on dit en français, à fond dans ce qu'on fait, engagés vraiment dans ce que nous sommes en train de faire et qui ont compris eux aussi qu'ils sont de l'avenir dans notre groupe, eux, ils vont s'investir parce qu'ils comprennent que là, ils ont de l'espace pour pouvoir se développer, pour pouvoir être créatifs, pour pouvoir apporter le mieux d'eux-mêmes, mais aussi apprendre et se développer. Une fois qu'on a compris ça et vu les volumétries que nous, on est obligés de gérer dans des territoires très étendus, 111 pays, c'est beaucoup. Pour certains d'entre vous, peut-être qui voyagent beaucoup, vous dites, ouais, mais 111 pays, c'est pas grand-chose, mais c'est 111 pays avec les cultures, avec les langues, avec toute la difficulté qu'on peut envisager. On s'est dit, pour adresser cet enjeu et pour assurer que la promesse qu'on fait à notre client elle soit tenue, il va falloir qu'on arrive à bien cadrer, à bien développer nos talents et bien assurer que tout ce qu'on fait pour nos équipes, tout ce qu'on fait pour nos artistes, soit orienté à les développer et à les motiver à délivrer la meilleure expérience client à chaque fois que chacun d'entre vous allez visiter un de nos hôtels. Avec cette compréhension, on a identifié en gros 3 gros challenges qui nous ont poussés à lancer ces projets. Donc, on a un challenge d'attraction des talents, il faut que ce soit les bons talents, il faut que les gens se sentent motivés pour venir travailler chez nous, il faut qu'on soit capable de les identifier, de les recruter, de les intégrer, de les onboarder correctement. Il faut qu'on arrive aussi à faire du processus de recrutement un processus qui soit performant. Comme je l'ai déjà dit, il faut qu'on arrive aussi à développer et avec ce développement engager nos équipes. Et une chose qui est très importante, il faut qu'on soit sûr que nos équipes sont bien formées. Les choses évoluent de façon constante, nos programmes évoluent, la façon où nous, on veut servir, elle est en train de changer. Donc, il faut qu'on soit capable de donner à nos salariés l'information, la capacité, la possibilité d'apprendre et de se développer tout le temps, tout au long de sa carrière, n'importe où, avec n'importe quel device. Donc ça a été clair. On s'est dit, il va falloir qu'on mette en place moi je dirais les briques technologiques. Derrière, il y a toute la partie culture d'entreprise et l'employé value proposition. Mais à côté de ça, il faut qu'on mette en place tout ce qui va bien pour pouvoir accompagner cette évolution. On avait quelques contraintes. Comme on vous a dit, on a 85% de nos équipes qui n'ont pas accès à un PC et qui n'ont aucun identifiant. On n'a pas moyen de les identifier. Donc, il fallait que ça soit quelque chose qui soit seamless, qu'ils puissent facilement interagir avec ce que nous allons mettre à leur disposition. Il faut que ça soit multi-device, parce que la majorité d'entre eux vont opérer dans des applications mobiles. Et une chose qui est une particularité du projet Accor, c'est que nous, on fait la gestion des hôtels, mais ce ne sont pas nos salariés.
et ce ne sont pas nos hôtels. Donc on fait la gestion, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on mette en place une solution qui soit suffisamment pertinente pour qu'aussi les hôtels soient motivés à l'acheter. Donc on allait avec une démarche, on met en place une solution, mais c'est une solution qu'on va vendre. Et l'effet de mettre en place une solution qu'on va vendre, ça voulait dire qu'il fallait qu'on soit capable d'avoir un écosystème technologique suffisamment souple et qui nous donne des réponses pour pouvoir gérer tous les processus du cycle de vente, depuis la prise en contact avec l'hôtel, la prise de commande, le provisionnement des services et toute la gestion de la sécurité autour de ces services-là. Donc, c'était nos contraintes, comme je disais à Benjamin quand on préparait la présentation. Oui, c'était mettre des, comment vous dites en français, des petits carrés dans les ronds, c'est ça? Ou des ronds dans les carrés, enfin, ça revient au même, mais il fallait qu'on arrive à caler tout ça. Et puis, il nous en manquait une grosse aussi. Et en fait, il faut savoir que nous avons une absence de corps et charges centralisés, parce que vu la multiplicité d'hôtels que nous avons, on est presque à 100 000 hôtels, il y a presque autant de systèmes de paye que d'hôtels. Donc, c'est dire qu'on allait avoir un corps et charges centralisé, c'était impossible. Donc, on s'est dit, on met de côté cette histoire de corps et charges. Donc, il faut qu'on trouve des solutions qui me permettent de savoir qui sont mes gens, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, dans une solution RH qui va répondre aux enjeux qui sont ceux qui sont à votre gauche. Une fois que ça s'est posé, il fallait bien lancer un projet et il fallait s'assurer qu'on ne se plante pas des partenaires. Et vous allez me dire, ah, ça y est, on va faire la pub maintenant d'Oracle. Mais on s'est dit, il y a Christophe qui me dit, mais bien sûr, of course. Donc, on a fait le choix d'aller avec Oracle. On avait besoin d'une solution qui soit dans les clouds, qui soit facilement scalable. Je ne pouvais pas me prendre la tête avec des trucs on-site, ça n'aurait jamais marché. Il fallait que ça soit des solutions qui sont, je dirais, déjà intégrées, qui me permettent du coup un déploiement relativement simple. Enfin, c'est peut-être pas les mots parce que c'est jamais simple, mais le plus simple possible à l'intérieur de la complexité. Et il fallait que ça m'apporte la flexibilité de pouvoir créer des services qui étaient un petit peu à côté de la RH standard, mais en même temps que ça soit une solution intégrée. Donc, on allait faire de l'espécifique tout en gardant un tas de solutions qui sont déjà, disons, prouvées dans le domaine de la RH. Benjamin va les expliquer. Mais j'avais besoin de garder la main sur des choses qu'on devait mettre en place pour nous. Honnêtement, quand on parle de « je ne sais pas qui sont les gens », il va falloir que je sache qui ils sont, lui donner une identité digitale, etc., pour pouvoir les intégrer dans ma plateforme. Ça, c'était un sujet qui était un must-have pour nous. Ça, c'est très bien. J'ai la solution technique. Donc, après beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges, pendant presque 8 mois, finalement, Oracle a été retenu. Une fois que c'est fait, et je sais que ce n'est pas l'habitude que ça part dans cet ordre-là, mais c'est comme ça qui a été fait chez Accor, on a décidé que maintenant, on a la solution, maintenant il faut qu'on décide avec qui on va intégrer. Donc il me fallait quelqu'un qui soit capable de comprendre, pas uniquement le travail d'intégration, mais de m'accompagner sur différents domaines, je dirais de la partie business et métier, qui était quand même un petit peu sui generis. Comme je vous ai dit avant, on doit vendre des solutions, donc j'ai eu... on a sélectionné Accenture. J'ai eu Accenture Stratégie qui nous a accompagnés tout au long de la préparation de notre business plan. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas aller faire avec n'importe qui. Et je ne voulais pas multiplier non plus les acteurs pour faire ces travaux. On a eu Accenture Consulting avec les équipes Fjord qui ont beaucoup travaillé dans la préparation des use cases et l'identification de la meilleure façon de faire, surtout les choses qui étaient spécifiques pour Accor. Accenture Digital avec les équipes Octo qui ont travaillé beaucoup sur la définition et la mise en place de l'architecture et de quelle façon, parce que c'était un sujet qui était relativement complexe et à ceux à qui ça amuse, on pourrait vous donner plus de détails après la session si vous voulez. Mais ça a été on a eu beaucoup de, comment on dit, on a secoué les cerveaux pas mal pendant ces projets. Et ensuite, on a les équipes Accenture Technologies qui nous ont accompagnés sur tous les processus d'intégration qu'on est aujourd'hui en train de terminer.
Ça, c'est le contexte. Ça, c'est les gens avec qui on est en train de faire. Et je tiens à préciser qu'on est assez content, mais si je dis à Jean-Christophe, je vais poser la question dans la salle. Qui a fait la migration à Universal Credit? Parce que ça a été un sacré sujet de notre côté. Mais je ne vais pas la poser, je t'avais dit, mais je ne le fais pas. Donc, le projet est très challenging et moi, je suis vraiment très contente. Ça fait un an qu'on me demande qu'on parle du projet Accor et j'avais dit non, je ne parle pas tant que je ne sais pas, tant que je ne sois pas sûre que c'est un succès, la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est le cas et je suis assez contente qu'on a choisi ces partenaires parce que je pense que c'était bien d'aller avec des gens qui savaient bien ce qu'ils devaient faire. Je vais laisser la parole à Benjamin qui va expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on a construit. Tu as fait un gros teasing là. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que cette plateforme qu'on a construite? On a construit une plateforme, on l'appelait plateforme parce qu'en fait on utilise beaucoup de produits différents, majoritairement des produits Oracle. On avait 3 problématiques. La première, c'est talent acquisition. Ensuite, on avait du talent management. On avait du learning. Pour ces gros processus, on s'est appuyé sur ce que Oracle H&M pouvait nous proposer de manière native en SaaS, parce que c'est quelque chose qui était maîtrisé. On reste dans des process qui sont assez standards. Et donc, on a décidé de ne pas réinventer la roue et d'axer notre plateforme, de prendre comme colonne vertébrale Oracle H&M. Alors après, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on est on entend beaucoup parler du SaaS. Les gens passent de l'on-premise au SaaS, et c'est vrai que ça permet de faire des déploiements qui sont plus rapides, ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet plein de choses, c'est merveilleux. Et il y a un tout petit truc que ça permet pas, c'est de customiser. Alors on n'a pas besoin de customiser partout, mais il y a certains endroits où on va avoir envie de mettre une touche complètement personnelle, soit pour apporter une expérience qui est déjà présente chez Accor, ou pour aller chercher des modules ou des features qui ne sont pas présentes encore. Donc là, effectivement, on est en plein dans cette problématique-là. Ok, on a Oracle H&M, mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait des gens dedans. Et en fait, on n'a aucun système depuis lesquels on peut aller les chercher. Donc il a fallu qu'on imagine, en plus de cette couche SaaS, il a fallu qu'on se serve du PaaS pour aller créer une application qui va nous permettre d'aller demander directement aux employés de nous les donner, ces informations. Donc pour qu'ils nous les donnent, et il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit... on n'a pas Corechar. On n'a toujours pas de Corechar. Il faut qu'on aille faire rentrer, donc toutes ces personnes-là dans la plateforme. Et puis on ne s'est pas arrêté là, quitte à leur créer un profil, tout un processus pour que les gens s'invitent eux-mêmes, se valident eux-mêmes. Donc c'est vraiment très, très participatif. On est vraiment on essaie de rendre le projet dans les hôtels le plus viral possible, avec les features qu'on va proposer. Donc en plus du profil, on va avoir des modules qui sont complètement dédiés pour être utilisés par les deskless en hôtel pour pouvoir faire du feedback, parce qu'il y a une culture du feedback qui est très importante chez Accor. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire énormément de feedback. Et pour qu'on puisse en faire beaucoup, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit accessible. Encore une fois, on a beaucoup de gens qui sont en deskless, donc l'option mobile était obligatoire. Maintenant, quand on se dit okay, il faut qu'on fasse quelque chose en mobile, c'est très bien, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont dans des bureaux. Et eux, ils doivent pouvoir utiliser la même application sur un ordinateur. Donc on a fait en sorte que la solution intégrée qu'on allait pouvoir proposer, que ce soit Oracle H&M, Taleo pour le recrutement ou nos développements custo, s'adapte de manière complète à toutes ces devices. Donc quand les gens vont s'inscrire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une certaine partie d'informations. Ça, c'est le premier point. Et en fait, le deuxième point, c'est qu'on va leur fournir une identité digitale. On le fait sur les passes. Exactement. Donc, grâce au développement qu'on a fait en pass, on peut mettre maintenant à disposition éventuellement d'autres applications cette identité digitale qui leur est créée. Donc, ils le font une fois. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement réutilisable en dehors du système RH.
On a aussi utilisé le pass pour faire toute la tuyauterie, puisque du coup, on a beaucoup d'applications, on a beaucoup de modules, et il faut que ces modules discutent en temps réel entre eux pour qu'un employé qui passerait d'une plateforme à une autre n'ait pas l'impression qu'il y a des temps de délai, qu'il n'a pas l'impression de récupérer ces informations. Donc on a eu des problématiques assez fortes au niveau de l'intégration. Et la dernière partie, c'est l'aspect vente. C'est pas souvent qu'on a un projet dans lequel on va aller vendre en fait les services qu'on va mettre à disposition. Et qui dit vente dit en ce moment GDPR, parce qu'il va falloir protéger les informations de chacun des hôtels. Pour certains, ils vivent en silo. Et puis il va falloir arriver à la manager. C'est-à-dire que comment on fait une fois qu'on a organisé un processus de vente pour aller enclencher un déploiement, et le tout avec un bouton. On clique sur un bouton et on va pouvoir faire en sorte que les gens puissent accéder à ces services. Et ça, on s'est servi de toutes les briques que Oracle nous a fournies. Je pense qu'à un moment donné, on a dû avoir toutes les briques du pass qui nous sont passées entre les mains pour arriver à sélectionner les bonnes offres. Donc pour les Universal Credit, effectivement, on y est passé assez rapidement parce qu'il nous fallait la capacité de pouvoir tester tout ce qui se faisait, puisqu'on n'avait pas beaucoup de retours d'expérience possible, et être capable de proposer du coup la meilleure sélection possible. Voilà, donc il nous fallait bien, comme on a dit, des solutions qui nous permettent d'intégration facile, même avec des third parties, des third parties, des third parties, comme SHL qui était juste en train de présenter avant. On l'a intégré avec nos solutions, on a intégré eQuest pour toute la partie multiposting. On a fait l'intégration. En fait, on a tout un écosystème. Cette plateforme, les cœurs, c'est surtout Oracle, mais le fait que ça soit Oracle, ça nous a permis d'intégrer facilement aussi d'autres briques que nous avons, duquel nous avons besoin. Voilà, donc on ne va pas trop vous prendre du temps, on va passer directement en termes de timing, parce qu'il y a certains qui nous ont dit, mais ça prend combien de temps un type de projet comme ça, qui est assez gros, et que là maintenant nous sommes en phase de déploiement. On a déjà nos pilotes qui sont en cours, avec plus de 170 hôtels qui sont ouverts dans les 5 continents, parce qu'il fallait qu'on déploie nos pilotes dans l'ensemble des langues, on déploie dans 12 langues. On a commencé, en gros, les projets, si vous voulez, en début d'année a été choisi Oracle, en mars a été choisi Accenture. On a commencé toute la phase d'études dans lesquelles il y a eu des études dans le terrain, dans les hôtels, pour mieux comprendre, mieux cerner de façon plus fine ce que les hôtels, les utilisateurs d'hôtels attendaient. Et ça a permis aussi d'affiner la manière dont on avait envie d'ouvrir cette plateforme. On a le fait d'avoir pris ces quelques mois, d'aller sur le terrain avec l'équipe qui était déjà construite. Donc on avait des gens d'Oracle, on avait des gens d'Accor, des gens d'Accenture. On a pu tous réfléchir, sachant qu'on allait faire ce projet. On s'est laissé ce temps pour être sûr de partir dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis derrière d'aller beaucoup plus vite. Donc c'était vraiment de l'investissement, cette phase de préparation. Et en gros, en septembre 2018, pas 2019, en septembre 2018, on a lancé la phase de build. Donc on a commencé maintenant toute la construction de notre plateforme avec une bonne compréhension de comment on allait faire, avec une vision très claire de quelle façon on allait mettre en place notre architecture. Donc tout ça, on a initié les travaux de build au mois de septembre. Au mois d'avril, on a fait les go live de la partie talent acquisition. Maintenant, à cet stade-là, on n'a pas encore toute la brique j'intègre n'importe quel salarié de n'importe où dans ma plateforme. Donc, on continue à travailler là-dessus parce que ça a été un bloc important et compliqué à mettre en œuvre. En mai 2019, finalement, on a ce qu'on appelle la self-registration maintenant dans l'employee application à partir du mois de mai. En juin, on déploie Learning and Development et la brique Talent Management. Pendant tout ce temps-là, on est en train de travailler sur toute la préparation des aspects sales back-office. Donc, c'est la gestion de la vente en back-office, comme je vous ai dit, préparer les devis, faire toute une gestion d'une offre de services.
Donc, on a utilisé la brique OPA pour faire une grosse partie de ça intégrée avec la partie pass. Et on a lancé en novembre la partie peer-to-peer feedback. Et là, on est en train de faire des ajustements et on est en train de faire notre rollout. On va vous donner dans une vidéo de 2 minutes, on va vous montrer quelle tête ça. C'est la vidéo teasing qu'on utilise pour la partie avant-vente. Pour donner un peu de concret. Par contre, on n'a pas le son. Est-ce qu'on peut avoir le son sur le HDMI? Descends. Non, mais je fais un test de son. On les joue du direct, sinon c'est pas drôle. Ouais. Hello. Are you a general manager or a talent and culture leader? You aim to improve guest satisfaction and employee experience, right? That's my specialty. My name is Ines. I'm your new TNC platform. You can reach me via your smartphone, tablet, or computer. By the way, I speak 12 languages. Here are the services I offer. Hire the best and shorten your time to fill. With my talent acquisition module, I'm your trusted recruitment partner. You want more and better applicants, right? With me, you can create, validate, and post your job requisition in just a few clicks. Increase your reach with my multi-posting feature. Select the best applicants with my online assessments. Shorten your time to fill with my large applicant database. I'm a one-stop shop for recruitments, end-to-end. Now that you've hired the best, I can help you drive your employee performance. With my talent management module, boost your team's performance. You can review your employees' performance and potential in real time. My continuous evaluation feature enables each of your team members to improve. And I help everyone give and receive feedback, which is great for co-development in your hotel. I also enable you to manage your talent pipeline with succession plans and talent pools. As each employee matters to me, I offer personal development plans in my third module, Learning and Development. Speed up employee readiness and help them drive the guest experience and hotel performance. Employees will grow with my Learning and Development module. I offer them limitless learning possibilities on their mobile, tablet, or computer. Following up on employee development plans has never been easier. Through learning and co-development, employees will be in different learning communities and they'll share ideas and practices. Anyone can share knowledge and create customized videos and tutorials. It's called peer-to-peer learning. Long story short, I'm the ultimate service to accelerate and improve your recruitment. I drive your team's performance with continuous assessment and peer-to-peer feedback. I offer easy access to learning for all, so you make the most of your investment in learning. So, how do you like it? That's me, Ines, your new TNC platform. Happy to serve you 24/7. That's it. That is a long story short. On espère que ça Thank vous a you. donné des Merci idées. beaucoup. Merci. Je vous garde sur scène deux petites minutes. Je suis certain, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de questions sur ce projet. Alors, est-ce que vous voulez partager des questions sur ce qui a été réalisé sur ce projet chez Accor? C'est qu'on a été très très clair du coup. Vous les avez impressionnés. Question? Oui. Vous disiez qu'il n'y avait pas de Core RH. Maintenant, est-ce que l'ensemble de la plateforme, elle communique quand même avec des applications externes, Core RH ou autres, ou est-ce qu'elle se suffit elle-même finalement? Alors la plateforme, elle se suffit à elle-même pour driver l'intégralité de tous les processus RH.
Par contre, la plateforme communique avec des systèmes externes. La partie, quand on donne une identité digitale, c'est quelque chose qu'on peut partager avec d'autres applications. Et après, on va faire des liens avec des applications qui existent déjà, comme Yammer ou toutes les autres applications groupes. Donc, on se sert de cette plateforme-là comme d'un hub. Et derrière, tout ce qu'on peut partager, on essaye de le partager comme pourrait le faire un Core HR. Maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus limité. C'est un premier pas vers... le but du jeu, déjà, c'était de pouvoir recenser le nombre d'employés qu'il y avait. Ça, c'est quelque chose qu'on espère arriver à faire avec les futurs déploiements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons certains hôtels qui ont du Core HR, Oracle. Il y a du Dayforce qui est en train de se mettre en place en Nord-Amérique. On achète des nouvelles chaînes, donc eux, ils arrivent avec leur legacy. Et nous, on est en train justement de terminer là pour décembre la possibilité de pouvoir accueillir, je dirais, intégrer de façon très rapide ces hôtels qui ont déjà un Core HR en place. Donc l'idée, c'est pas on les exclut, mais il faut qu'on les traite. On traite aujourd'hui les gros volumes qui n'ont aucun Core HR, mais on est prêt pour pouvoir accueillir les autres à partir de la fin du mois de décembre. Et je rajouterais même que le but, une fois on s'interface avec des entités qui vont avoir un Core HR, on veut leur apporter aussi les avantages qu'ils ont déjà avec le Core HR. Donc eux, ils sont connus, et donc du coup, on va les intégrer de manière complètement transparente et automatique dans Ines. Donc dès qu'on les déploie, encore une fois, on appuie sur un bouton, et là, cette fois-ci, à la place de devoir s'enregistrer pour nous donner ces informations, ils vont se connecter à la plateforme avec leurs identifiants qu'ils utilisent d'habitude, et ils se retrouvent directement dans la plateforme avec toutes leurs données. On avait une autre question. Je viens vers toi juste après. Oui. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu le retour des utilisateurs sur la plateforme ? Alors, le retour des utilisateurs, on n'en a pas encore beaucoup, parce que c'est le début, mais en tout cas, on peut donner le retour des pilotes. Ouais, on a 170, comme je vous ai dit, 170 hôtels qui sont ouverts un peu partout, parce qu'on est dans la phase pilote. Eux, ce qu'ils disent, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, ils sont à rien. Mais on a fait énormément d'efforts pour que ça soit quelque chose de simple. Moi, je dirais que la partie qui a été la plus complexe et dans laquelle on est en train d'ajuster, ce que vous avez vu dans les plannings, on est en train d'ajuster avec les retours des utilisateurs, c'est toute cette partie qui est la gestion de l'identité digitale. Parce que ça, c'est la partie qui a été la plus compliquée pour nous de mettre en œuvre, et pour que les utilisateurs ils comprennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Accor, comme dans toutes les entreprises, les gens qui travaillent dans leur bureau, ils vont avoir, moi j'ai mon carmelina.colado@accor.com, ça c'est mon identité digitale chez Accor, donc moi je vais me connecter avec ça. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient de Movenpick qu'on vient d'intégrer, lui il a une adresse qui est movenpick.com, qu'il faut voir si elle est intégrée déjà avec les systèmes Accor existants. Si ce n'est pas le cas, ça crée des cas qui peuvent être très compliqués à identifier. Qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que j'utilise Movenpick? Est-ce que je te crée un nouveau identifiant? Comment je te fais savoir que toi, tu peux le faire avec ton adresse email perso? Parce qu'en fait, ce qu'on utilise, c'est l'adresse email personnelle pour les employés qui sont sans PC. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent le Yahoo, leur Gmail, etc. Et ça, c'est les liens qu'on crée avec eux pour pouvoir lui créer un myaccor.com. Donc ça, c'est disons, le domaine qui va derrière son nom et son prénom. Ça allait un peu brouillon quand je l'ai dit, mais je dirais que ça, c'est la partie avec laquelle on a eu le plus de, je dirais, des retours pas les plus sexy, parce qu'elle est complexe, on le sait. Et là, on est en train de revoir toute la partie UI pour encore la simplifier maintenant avec les feedbacks des utilisateurs de façon plus fine. Parce que plus tu déploies, c'est l'objectif du pilote aussi, c'est d'identifier où est-ce qu'il faut qu'on fasse des ajustements. Par contre, par rapport à la solution globale, nos hôtels sont très contents. Ceux qui sont déployés et ceux qui ne le sont pas encore. Donc, du coup, le bouche à oreille commence à faire son effet. Et c'est plutôt, les retours sont assez positifs. Donc, on est assez confiant. On a un business case aussi approuvé derrière parce que ce sont des investissements importants. On a fait tous nos business models. Donc, là, on est un petit peu sous pression, mais on est assez, oui, je dirais assez confortable. Nous, on pense qu'on n'aura pas de soucis avec ça.
Une dernière question. Ma question était plutôt sur l'approche. Comment vous vendez en fait l'outil aux hôtels? Quelle est votre approche? Est-ce que c'est une approche par marque, tous les accords, tous les hôtels Pullman, ou est-ce que c'est vraiment chaque hôtel et vous vous déplacez quelle est votre démarche de vente du coup? Comme vous devez faire une démarche de vente par hôtel? Nous sommes organisés par région. On a 5 régions. Chaque région a son propre CEO de région, que lui, il a son équipe avec toutes les fonctions qu'il peut avoir une équipe régionale, y compris des équipes de vente. Donc en fait, ceux qui vont être prescripteurs et qui vont accompagner la vente, et d'ailleurs qui ont la fonction de ce qu'on appelle le sales back office, ce sont nos équipes Talent and Culture. Donc eux, ils ont ce rôle-là parce qu'ils sont là aussi pour accompagner les hôtels, pour expliquer, pour travailler avec les équipes RH des hôtels, pour partager avec les GM. Il faut savoir que la vente ne se passe pas uniquement avec les general managers, mais c'est aussi avec les propriétaires des hôtels. Et que des fois, un propriétaire d'hôtel peut avoir multiples hôtels. Donc, il y a des approches qui sont différentes. En fait, ça va beaucoup dépendre de la région, du propriétaire. Il y a des hôtels qui sont très engagés, qui sont très partants pour partir parce qu'ils connaissent, ils s'attendent que ça arrive. Et eux, ils arrivent à faire le travail avec le propriétaire. Il y en a d'autres dans lesquels il faut vraiment faire une vraie démarche d'approche avec les propriétaires. Mais pour ça, nos équipes régionaux sont en contact avec les general managers, ils sont en contact avec les propriétaires des hôtels dans les régions. Donc, ce sont les équipes qui sont responsables de la vente, plus nos équipes TNC, Talent and Culture, qui sont du coup ceux qui accompagnent, c'est un peu la vente et l'avant-vente, ceux qui vont vendre. Moi, je voudrais dire aussi qu'on a travaillé avec les équipes Oracle pour mettre en place je dirais, des solutions qui nous permettent aussi de faire des démos d'avant-vente aux hôtels ou aux propriétaires qui les souhaitent. Donc, on travaille avec les équipes Oracle qui sont dans la partie avant-vente. Donc, eux, ils s'approprient notre solution parce que la nôtre, elle est bien spécifique. Et avec nos solutions, eux, ils vont nous accompagner et nous aider dans toute la partie des démos. Donc, c'est tout un montage, c'est un projet qui est assez fascinant parce que du coup, on gère les trucs end-to-end. Ce n'est pas uniquement une solution RH standardisée, c'est un peu particulier ce qu'on a fait, mais moi, c'est génial. Moi, je m'éclate. D'où l'importance d'avoir intégré le processus de vente directement dans la plateforme pour que ça puisse être qu'on ait un scénario end-to-end à partir du moment où les discussions et les avant-ventes ont réussi à engager un propriétaire d'hôtel, qu'on puisse directement, à la fin de ce processus-là, engager le processus de déploiement de la solution. Et que les deux ne soient pas décorrélés, c'était quelque chose de très important pour la réussite du projet. Et l'activation des services aussi, qu'on délègue pas mal à la région, mais c'est une délégation qui est sous contrôle, dans la mesure où on a pu mettre en place moi je dirais ce qu'on appelle les modules du back-office, qui permet du coup d'avoir la main de façon et de maîtriser bien tous ces process dans lesquels je sais quel service j'offre à quel hôtel, à quel prix est censé être vendu, à quel moment je provisionne et j'active les accès pour que du coup l'hôtel prenne la main des données, les rôles, je ne sais pas, des recruteurs, des learners, etc., à l'ensemble de ces équipes. J'espère que j'ai répondu peut-être un peu étendu. Mais... Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Carmelina pour ce retour très très riche. Merci. Merci bien. Donc pour cette dernière session, je vous propose d'accueillir Florent Roy, qui est spécialiste des solutions HCM Cloud Oracle, et notamment sur la partie Component, et Laura Rubertelli, directrice Compensation and Benefits et Mobilité Group du groupe Aperam. Vous pouvez l'applaudir. On va prendre un micro. Merci Laura, tu peux t'asseoir. Bonjour à tous.
Alors, Laura est directrice Compenben et mobilité chez Aperam. Est-ce que tu peux, Laura, nous donner un petit peu de contexte sur ce qu'est le groupe Aperam? Alors, le groupe Aperam est le fruit du spin-off de la partie acier inoxydable du groupe ArcelorMittal, spin-off qui a eu lieu en janvier 2011. C'est un groupe qui emploie environ 10 000 employés, avec une couverture sur 40 pays dans le monde. Voilà, on s'occupe d'acier inoxydable, acier électrique et acier spéciaux. Voilà. Très bien. Et le groupe s'est lancé dans sa transformation digitale. J'ai compris tout à l'heure avec l'intervention de Bert Lissens et Etchero que le volet RH a été en ligne de front sur cette transformation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle que tu as joué dans la mise en œuvre de ce projet? Oui, avec plaisir. Donc, le groupe Aperam, comme beaucoup d'autres groupes, il a dû s'adapter et suivre ce qui est le processus obligatoire aujourd'hui d'innovation. Et donc, on a implémenté en 2016, on a commencé à y travailler en 2016 avec Core Data. Et donc, l'outil a été choisi par Bert et par les process office de l'époque. Et moi, j'ai commencé à participer, j'ai eu droit à une démo, un choix les choix faits. Et après, j'ai passé un certain temps dans la phase de UAT, de User Acceptance Test, pour voir si l'outil était adapté ou pas, là où il fallait un peu le customiser par rapport à ce qui sont notre politique Compenben. Donc vous avez démarré en fait d'une présentation une démo faite par Oracle. Du standard fait par Oracle. Exactement. Donc probablement par quelqu'un comme Florent. Florent, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un démarrage de projet? J'aurais bien dit que ceux qui sont assis au fond de la salle n'auront pas d'augmentation cette année, mais je vais me retenir. Rapidement, donc effectivement, nous on présente les solutions HCM globales, mais sur les sujets CNB à beaucoup d'entreprises. La plupart du temps, on a deux remarques. Le premier, c'est on passe notre vie sur Excel et ça nous prend un demi-ETP par an pour consolider l'information, pour la regrouper avec des effets tunnels, avec des problèmes de confidentialité, de partage de données. Donc la première des choses qu'on peut illustrer ici, c'est la capacité qu'on a dans la solution déjà de centraliser l'intégralité des éléments qui sont relatifs à la rémunération d'un collaborateur. C'est-à-dire qu'avant de commencer à réviser, à augmenter, il faut s'assurer d'avoir l'intégralité des éléments dont on a besoin. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont des problèmes avec les collaborateurs qui vont sur Glassdoor et qui comparent leurs salaires avec les salaires qui sont un petit peu publics. Si vous ne communiquez que sur le fixe et les variables alors que vous avez une mutuelle, une cantine, une salle de sport, par exemple, vos collaborateurs vont comparer des choses qui sont pas comparables en réalité. Donc on peut déjà utiliser la solution pour fiabiliser l'information, mais également pour communiquer sur ces aspects salariaux. Donc ça c'est le premier point. Dans le sujet qu'on avait, on avait l'empowerment du manager. Donc comment un manager peut intervenir dans ces cycles de révision plutôt que de modifier Excel. Et assez rapidement, donc notre outil met à disposition des managers une gestion des campagnes de rémunération, donc des choses qui peuvent être assez classiques, comme on l'a ici, avec une campagne sur laquelle on révise du salaire au mérite, de la part variable et potentiellement l'attribution de stock option. Je pense qu'on verra avec Laura tout à l'heure jusqu'à quel point tu as ajusté la solution. Ce qu'il faut retenir de notre solution, c'est vraiment qu'elle donne la main au manager pour prendre la bonne décision. La plupart du temps, sur les sujets rémunération, les managers ne sont pas nécessairement éduqués sur pourquoi on va donner une augmentation. D'accord ? C'est vraiment vécu comme une injustice par les collaborateurs, où le collaborateur se dit bon, finalement, j'ai à moitié été évalué cette année, j'ai eu 2%, mon copain, là, il est moins bon que moi, il a eu 3, je ne comprends pas, etc. Donc finalement, l'intérêt également de donner la main au manager, c'est de leur fournir toute l'information qui est nécessaire pour prendre la décision, mais aussi pour l'expliquer. Donc ici, si je navigue assez rapidement, donc je peux fixer des montants, etc. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la partie droite de l'écran que vous voyez ici, où on va faire le lien avec l'appréciation de la performance du collaborateur. On peut aller un petit peu plus loin. On a parlé de gestion de talent aussi, de rétention, d'engagement des collaborateurs.
c'est des choses qu'on évalue par les people review ou d'autres process, et finalement qu'on peut utiliser dans le cadre des décisions de rémunération. Si vous avez un top talent avec un risque de perte élevé, peut-être que vous allez sortir un petit peu de votre politique salariale pour prendre une décision un petit peu plus argumentée, qui restera exceptionnelle, mais qui sera néanmoins liée aux différents éléments que vous gérez dans le SIRH. Ça ressemble à ça, le type de présentation que tu as eu, Laura? Oui, en mieux. Non. Alors, bon, déjà... Tu veux dire en plus complet? Oui, si tu veux. En fait, déjà, je vois qu'aujourd'hui, il y a... Ou tu voulais dire que c'est mieux aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Ouais, non, oui, pardon, voilà. Je suis italienne, peut-être c'est pour ça, d'accord. Moi, j'avais compris. Hein. Non, alors il faut dire que déjà, les démos que j'avais eues à l'époque, il y avait dans l'outil qui nous a présenté pas encore tous les éléments que je vois ici. Par exemple, il y a quelque chose que ça me plaît beaucoup, parce qu'on a beaucoup customisé, mais par exemple, à l'époque, je n'avais pas vu qu'il y avait les retention risks. C'est quelque chose sur lequel on travaille, on fait attention, surtout dernièrement, et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore intégré dans notre système de merit revision. Et donc, voilà, tu vois, déjà aujourd'hui, j'ai une bonne idée quand même. Je ne rentre pas les mains vides. Donc, oui, je trouve ça ressemble un peu à ça. Oui. Après, il y avait des choses qu'il fallait adapter. Alors, sur quoi est-ce que tu as dû travailler pour adapter à ton besoin? Quelle était ta compensation policy à ce moment-là? Voilà, justement, l'objectif, c'était d'adapter l'outil à notre compensation policy. Comme bien le disait Florent, en fait, je m'occupe des comp and ben à partir de 2014. Donc, je suis passée par Excel. Donc, avec tous les salaires, l'envoi des Excel via mail à 5 divisions différentes et plateformes, parce qu'il y a des problèmes de confidentialité, partage des données, pour passer après à Google Sheet et pour débarquer finalement sur un système HRMS type Oracle. Et donc, en Aperam, on paye, comme grande partie des entreprises aujourd'hui, pour la performance, donc pay for performance, et pour les compétences critiques. Donc, la politique, évidemment, on veut bien s'aligner avec garantir l'équité interne, mais être aligné sur les marchés externes, donc pour être faire dans notre politique de rémunération. Donc, ce qu'il me fallait, avoir un outil. Déjà, la complexité était encore, pas au niveau de l'accord, mais déjà travailler en 40 pays dans le monde, ça demande de pouvoir avoir une vision globale qu'avant je n'avais pas, donc et qu'aujourd'hui je peux avoir, et la possibilité de pouvoir intégrer dans les systèmes de révision annuelle des salaires les ratings performance. On a aussi la possibilité, comme vous l'avez aussi dans votre démo, on intègre pour mesurer les positionnements sur le marché, on travaille avec un système de grading. Et donc, on a des comparations qui permettent de vérifier que les salaires de base sont bien positionnés. Et parfois, quand on a des salaires de base qui sont quand même assez, déjà plutôt à droite de la médiane du marché, qui est notre référence, nous donne la possibilité de travailler beaucoup plus sur les variables avec un système de bonus multiplier, bonus performance multiplier, qui est flexible, donc dans des limites de fourchette. D'accord. On voit la comparation là, Florence, sur ton... Oui, c'est la partie market rate. Donc ça, c'est plus aussi pour dire qu'on peut utiliser... Alors, on a deux comparations. On a le comparatio interne, si vous avez des bandes salariales par rapport à votre grading. On a aussi la capacité d'importer des données marché sur des postes un petit peu plus compétitifs ou spécifiques, notamment pour visualiser le positionnement avant et après augmentation de vos collaborateurs sur la base de ces enquêtes. Donc on peut aussi appeler des données tierces pour aller alimenter la prise de décision. Donc soit on se focalise sur le corps, soit finalement on va aussi travailler sur de la donnée externe. Donc c'est ce qu'on a sur la partie market index proposée et actuelle. D'accord, très bien. Tu disais tout à l'heure que tu travaillais dans un fichier Excel. Tu as toujours un fichier Excel ou on peut estimer que tu l'as complètement remplacé aujourd'hui? Alors, si je dis que dans le processus mérite,
je l'ai complètement abandonné. Heureusement, ça m'a permis quand même de gagner pas mal de temps. Et par contre, les systèmes donnent la possibilité, à la fin, par exemple, de l'exercice de révision de salaire annuel, de faire des downloads des données en Excel. Donc ça, c'est quand même outil. Tu gardes Excel en add-on Voilà, si j'ai besoin d'aller vérifier des données 3 ans après, ou si un manager me demande d'avoir une vision, voilà. Mais je peux dire que oui, je l'ai oublié à 90%. Oui, et 10%, Excel. Il reste 10%. Il reste 10%, sont l'extraction de données à la fin du mérite. Voilà. Donc pour faire quelques slides pour le comité de direction. Donc quelques tableaux. Alors, dans la démarche, on voit que tu utilises beaucoup de données pour partager le positionnement des collaborateurs par rapport à la moyenne des autres collaborateurs ou par rapport à des données marché. C'est des choses qui se partagent, ça, avec les managers, voire avec les collaborateurs? Oui, ça, c'est une très bonne question, Sylvain. En fait, alors déjà, les comparations et par rapport au marché externe, marché qu'on a choisi par rapport à notre type de marché, donc l'industrie, et voilà, un marché qui va avec notre activité. Et les comparations par rapport au marché externe. On n'a pas une comparaison interne, mais parce que c'est tellement simple de pouvoir le faire quand on a un niveau de grading et un salaire de référence. Les managers, bien sûr, sont informés parce que les grands avantages, c'est qu'avant, les managers recevaient, dans la meilleure des hypothèses, il avait un Google Sheet en partage où il avait les salaires des marchés et les comparaisons que j'avais calculées avec les salaires. Donc, il voyait bien le positionnement. Aujourd'hui, il peut rentrer directement, n'importe quel moment, et voir, et même pas attendre la merit review annuelle. Il peut aller dans My Team, il y a une partie de MyHR, où il peut voir toute son équipe. Et pour chaque membre de son équipe, il peut voir les salaires, les positionnements par rapport au marché, et les voit tous à côté. Donc, il peut voir s'il y a bien un problème d'équité interne. Et évidemment, il a aussi la possibilité de voir le rating performance, parce que on parle bien d'équité interne, mais après, pas tout le monde est payé pareil, pas payé pareil, et c'est juste que ce soit comme ça. Il faut différencier par rapport à la performance. Par rapport à la transparence, je sais que c'est la direction qu'on veut prendre. D'ailleurs, on a beaucoup parlé en séminaire, on était ensemble des rémunérations. Disons que c'est un moment où il faut s'occuper bien de change management. Un outil comme celui-là, ça nous donne la possibilité de pouvoir le faire. Pour pouvoir finalement communiquer avec les salariés sur leur comparaison, sur leur positionnement par rapport au marché, il faut quand même qu'il y ait une gestion du changement et surtout un training de managers. Parce que ça m'est arrivé par le passé de dire pourquoi je n'ai pas eu d'augmentation cette année et les managers ont répondu j'avais pas assez d'enveloppe. Aujourd'hui, aucun manager est justifié à donner une réponse pareille parce que chaque décision qui est prise, et c'est le manager qui la prend directement dans l'outil, est prise en fonction de la performance, en fonction d'un positionnement de marché externe. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas encore au point de dire tu es au 120% par rapport à la médiane. Non. Mais on est en train de dire, par rapport au marché, tu es plutôt bien positionné. Et cette année-là, tu as eu une augmentation de 2% parce que tu as eu un bon rating performance. Voilà. Ou le cas contraire, si quelqu'un qui a déjà un positionnement salarial très, très, très bon, voilà, et peut-être une performance qui n'est pas terrible. Voilà. Aujourd'hui, le manager a tous les éléments, tous les infos immédiatement disponibles en real time pour donner ce type d'explication, mais aussi de la partie de l'employé, pour le recevoir, il faut avoir une compréhension de la méthode, de la politique et la confiance dans l'outil et dans la politique. Très bien. Florence, c'est ce qu'on voit sur la partie l'Access Manager, j'imagine? Oui, effectivement, donc c'est une vue globale sur l'équipe avec les informations essentielles. On a
C'est assez amusant parce que chez la plupart des clients, on retrouve ce côté transparence, mais progressive. C'est-à-dire qu'on donne l'outil à la main des managers. Donc finalement, on est obligé d'expliquer à un manager ce qu'est un comparatio. Donc une fois que le manager le comprend, il est plus ou moins capable d'expliquer à ses équipes comment elles se situent les unes par rapport aux autres. Alors, ils ne veulent pas dire qu'une personne est à 120% parce qu'il faut la promouvoir, il n'a pas envie d'avoir une demande de promotion, mais finalement, c'est le sens de l'histoire, parce que quoi qu'il arrive, l'événement va arriver. Donc c'est une vraie éducation. Et effectivement, le bénéfice va être aussi, on donne la main au manager, donc ça décharge la fonction RH et ça donne plus de transparence dans le process, mais ça donne aussi plus de pouvoir au manager dans l'explication de la décision sur quelque chose qui est formalisé. Ce n'est pas que gratuit. Donc on gagne aussi en transparence. Et effectivement, ce type d'écran, ne serait-ce qu'au départ, permettent à un manager d'évaluer son équipe et si quelque chose ne lui va pas, de prendre une action. Parce qu'évidemment, on n'affiche pas que de l'information. Si je considère que Brian devrait avoir un changement de rémunération parce qu'il est mieux situé par rapport à l'équipe, je peux instantanément faire une demande d'augmentation et sortir un petit peu du process. Merci Florent. Par rapport à ton rôle au sein de l'organisation, tu déploies plus d'informations vers les managers, tu supprimes ta Google Sheet. Comment évolue ton job de Componben au sein de l'organisation? Bon, il n'y a plus de Google Sheet parce que voilà, ça serait. En fait, l'avantage d'avoir ce système est qu'une fois que les données sont rentrées, bon, c'est un peu dur au début pour alimenter le système, mais une fois que les données sont rentrées dans le système et sont gardées à jour, voilà, je passe mon temps de façon différente. Je peux être un vrai support plutôt, au moins, voilà, c'est l'objectif, je sais que je voudrais être, plutôt un support stratégique. Donc, pour pouvoir peut-être résoudre des situations dans lesquelles on a des cas de rétention et on doit parfois sortir de les limites de la politique. Mais je passe plus le temps à extraire des données. Je veux dire, j'espère que ma valeur ajoutée n'est pas là et surtout aujourd'hui n'est pas là. Donc, j'ai dégagé du temps pour pouvoir m'occuper des sujets un peu plus stratégiques. Et du coup, pour l'avenir, les sujets stratégiques que tu vois autour de ta plateforme, comment tu vois évoluer ta plateforme? Alors, une autre chose que j'ai vue et qu'on a discuté tout à l'heure, Florent, en fait, le module est très bien. Parfois, on a voilà, c'est compliqué la mise en œuvre en interne. Par exemple, le système donne la possibilité de faire d'extraire des total reward statements. Donc voilà, des documents dans lesquels chaque employé peut voir tous les composants de sa rémunération. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que surtout dans un autre type de total rewards, voir aujourd'hui parler seulement des salaires de base et des bonus performance n'est pas assez. Et ce serait bien quand même de pouvoir rappeler tous les ans à chaque employé, oui, bon, tu as un salaire de base correct, tu as un bonus performance, parfois ça va moins bien, mais à côté, tu as des contributions pour la retraite, pour l'healthcare. Il y a aussi la possibilité de pouvoir intégrer dans les systèmes, comme tu disais tout à l'heure, l'attribution d'actions. Bon, chez nous, il y a encore une population limitée, les LTI. Mais tout ça, c'est vraiment je pense que c'est ça, voilà, c'est ça sur lequel je voudrais travailler maintenant. Et on a encore quelques problèmes d'interface parce qu'effectivement, comme on disait dans les cas d'accord, quand on travaille avec tellement de pays différents, les systèmes payroll et les interfaces, c'est pas si facile à gérer. Voilà. En Chine, en Thaïlande, parfois en France aussi. À construire. Merci beaucoup Laura, merci Florent. Je vous garde 2 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à Laura ou à Florent sur ces sujets de Componben? Tu ne montres pas ta dernière salary review Juste après. Tu l'as déjà préparé. Pas de question pour Laura. Alors Laura, j'avais un petit cadeau pour toi. C'est une expérimentation qu'on a réalisée la semaine dernière. C'est la prochaine version de notre Componben que tu pourras réaliser au sein de ta Tesla en format... c'est sûr. C'est pas dans notre car policy encore, mais bon, on va y travailler. Non, ça te fait une bonne justification pour demander une Tesla de fonction.
Merci beaucoup à Laura, merci à Florent, merci à vous d'avoir Merci suivi à ces tous. sessions. Et je vous souhaite une bonne continuation. Vous aurez la session de Francky Zapata d'ici quelques minutes.